bienvenue à cette conférence organisée par la revue Bigode, qui en fait s'inscrit dans le prolongement d'un projet qui a été entamé en 2015 avec Sonia Lévy, qui est artiste, et Alexandra Arène, qui est architecte, alors qu'elles étaient élèves, je ne sais pas si on dit ça comme ça, mais élèves à SPIP, qui est un programme de recherche, je ne sais jamais comment on dit, d'expérimentation en art et politique, qui a été créé à Sciences Po par Bruno Latour, et auquel la Fondation François Sommer et le Musée de la Chasse et de la Nature a passé une commande à propos d'un territoire qui est situé dans les Ardennes, et qui s'appelle Belleval, et qui est anciennement un parc de chasse de 600 hectares qui appartenait au fondateur de la Fondation, donc à François Sommer, qui ensuite a été un parc de vision ouvert au public et où les gens pouvaient venir observer la faune sauvage, et qui aujourd'hui en fait accueille des usages et des acteurs apparemment assez hétérogènes, puisque c'est devenu une résidence d'artistes, une zone d'étude de la biodiversité avec des programmes de réintroduction d'espèces comme l'abeille sauvage, et une école de chasse où en fait les chasseurs sont sensibilisés à une approche naturaliste du rapport à la nature. Alors la commande que le musée a fait à Sonia et Alexandra était d'essayer de produire une description de ce territoire qui permette de tenir tout ça ensemble et de montrer que c'était cohérent de faire venir dans un même lieu des écologues, des chasseurs, des artistes. Une autre dimension en fait qui a émergé de l'enquête de Sonia et Alexandra et qui répond à une idée qui émerge de la philosophie de l'écologie aujourd'hui, et qui est que selon comme on veut les appeler, les non-humains, les vivants, la nature, ne sont plus en fait le décor de l'action humaine et de nos activités humaines, mais sont devenus des acteurs à part entière avec lesquels on doit composer et qui constituent autant que nous humains ce qu'est un territoire. Et l'enquête de Sonia Alexandra en fait a consisté à produire des formes et des représentations qui nous rendent sensibles à cette idée en fait que nous ne sommes pas les seuls à habiter un territoire et que nous ne sommes pas les seuls à le constituer. Alors après de cette enquête a découlé un projet d'exposition qui s'est tenu, peut-être certains d'entre vous ont vu cette exposition, qui s'est tenue au musée de la Chasse du mois de juin au mois de septembre, qui s'appelait « Animer le paysage sur la piste des vivants », et qui donc rassemblait Sonia et Alexandra, mais aussi d'autres artistes, dont beaucoup sont passés par SPIP, et qui tous en fait ont enquêté sur des formes sensibles pour représenter un territoire animé par la présence des autres vivants et les relations entre les humains et les vivants sur un territoire. Et je suis très contente ce soir que Sonia et Alexandra viennent redéployer le récit de leur enquête ici, puisque l'exposition elles ont présenté une forme stabilisée de l'enquête qui en fait a des ramifications bien plus importantes que ce qu'elles ont pu exposer. Voilà, alors je vous laisse la parole et on se retrouve après pour la discussion. Donc, bonsoir à tous et merci Anne de nous recevoir pour présenter ce travail d'enquête dans le territoire de Belleval. Nous avons essayé dans cette conférence de décrire les méthodologies que nous avons employées, de partager aussi avec vous certains questionnements qui ont émergé au cours de l'enquête, et ceci afin de présenter quelques pistes ou quelques pièces aux formats expérimentaux qui manifestent toutes, il nous semble, une obsession pour cartographier le vivant, mais cartographier au sens large du terme, comme modalité au pluriel de captation du monde vivant. Pour entrer directement dans le vif du sujet, on aimerait commencer par une citation à propos de la nature.
Les penseurs cosmopolitiques comme Isabelle Stengers, Bruno Latour et Peter Sloterdijk ne considèrent plus la nature comme quelque chose d'assez unifié pour fournir à l'expérience humaine un modèle stabilisateur. Elle n'est pas là-bas comme une simple toile de fond pour les activités humaines. Au lieu de cela, elle doit être fabriquée, créée, stimulée, elle doit être composée. Le concept de nature aurait été élaboré par la modernité et aurait contribué, il nous semble, à dissocier les sociétés humaines des sociétés non humaines, en développant cette idée d'une grande histoire dans laquelle l'homme devrait s'émanciper de la nature. Or, aujourd'hui, il nous semble que cette grande histoire du progrès et de la modernité est un peu obsolète et à bout de souffle, non seulement parce qu'elle n'a pas vraiment de sol où se réaliser, pas vraiment de réalité et de matérialité, mais aussi et surtout parce qu'elle continue à décimer des espèces, mais aussi les paysages dans lesquels vivent ces sociétés, qu'elles soient humaines ou non humaines. À Belleval, nous avons pourtant trouvé une histoire parallèle à raconter, où cette modernité dissociant les vivants n'a pas tout à fait réussi à diviser les mondes humains et non humains, et où l'on peut encore apprendre différentes manières d'écouter et de cohabiter, à travers diverses pratiques qui mélangent des savoir-faire et des savoirs scientifiques, et qui nous immergent dans des mondes à la fois naturels et culturels. Les Ardennes sont certes des territoires ruraux, mais ceux-ci sont loin d'être vides. Ils sont en fait aussi peuplés qu'une ville, mais autrement. Le territoire est peuplé de nombreux vivants, aux intérêts aussi divergents que peuvent en avoir les êtres humains. Nous avons donc dès le début considéré le paysage non pas comme un décor, mais bien comme un territoire, comme un assemblage composé d'acteurs et d'animés qui vivent et qui utilisent différents aspects de ce paysage afin de l'habiter au mieux. Et ce qu'on appelle ici les animés, ce sont l'ensemble des agents, des acteurs, des vivants, toute espèce et tout règne confondus, qui sont en perpétuel mouvement et qui façonnent le paysage. Donc, le propos de cette présentation un peu expérimentale de ce soir, qui mêle diverses approches issues des arts et des sciences, ce serait d'essayer de comprendre, à travers l'enquête, ce qu'implique une cosmopolitique de la nature, entendue au sens de la philosophe Isabelle Stengers. Pour Stengers, la cosmopolitique ne se réfère pas au projet kantien habermasien de réalisation d'un monde commun unique et unifié, mais plutôt au projet toujours en cours d'exploration et d'élargissement du répertoire de monde commun possible. En d'autres termes, la cosmopolitique ne consiste pas à unifier le monde, mais à le multiplier. Si donc l'expérience de nature n'est pas une expérience unificatrice, mais plutôt multiplicatrice, comment capter toute la multiplicité des êtres de nature ? Et à travers quels outils et quels médias enregistrer ce qui nous paraît invisible ? Autrement dit, comment se doter à nouveau d'une sensibilité que nous aurions perdue au cours de générations d'urbains ? Ce sont donc toutes ces questions que nous nous sommes posées au cours de l'enquête, et c'est à travers nos outils de travail respectifs, la vidéo pour Sonia et la cartographie pour moi, que nous allons tenter de raconter ce que nous avons trouvé à Belleval à la manière d'une enquête ethnographique. Mais il faut dire aussi que nos méthodes liées à nos outils de travail se sont fait déplacer et bousculer par les questions liées à ce territoire et à l'enquête. Nous allons donc essayer d'en donner un aperçu dans cette conférence. Les images que nous allons vous présenter sont des photos et des prises de son réalisées par Sonia, donc à valeur documentaire, mais qui ont permis d'élaborer les films dont nous allons vous présenter quelques extraits. Nous avons commencé par faire des recherches sur les formes que peuvent prendre ces espaces naturels protégés. Ces aires sanctuarisées offrent des espaces de vie aux vivants non humains, ce qui semble plus que nécessaire à l'heure où les activités anthropogéniques dominent l'usage des terres. Cependant, la constitution des parcs comme celui du Yellowstone ou du Serengeti, ces premiers parcs nationaux qui deviendront modèles et archétypes pour l'établissement institutionnel et politique des aires protégées, nous montrent qu'ils sont aussi des véhicules idéologiques. En effet, ces premiers parcs ont été construits autour d'une image idéalisée de la nature, un endroit sauvage, vierge, qui est jugé comme intouché par l'homme. Nous savons aujourd'hui que des peuples des Premières Nations ont été expropriés du Yellowstone lors de son instauration en parc national. Le droit de séjourner sur cette terre leur avait été interdit, bien qu'ils l'avaient utilisé, façonné et modelé depuis des millénaires. Ainsi, avec les parcs nationaux, l'idée même de réserve naturelle a contribué à construire et diffuser l'idée de nature comme un domaine séparé de la société, un endroit neutre, un spectacle que l'on regarde de loin,
mais dont nous ne faisons pas partie, un fonds stable que nous pouvons facilement transformer en ressources. Dans un tel contexte, il nous semblait important d'aborder le territoire de Belleval en reconnaissant l'existence d'une interdépendance plus qu'humaine, d'étudier ce territoire à travers l'idée d'un modèle de coévolution entre humain et non-humain, d'éviter la séparation entre nature et culture au sein même des réflexions et méthodologies de l'épistémologie que nous souhaitions adopter. Notre approche visait à nous éloigner des discours politiques officiels qui effacent la pluralité des points de vue, afin de mettre en lumière les dépendances mutuelles entre espèces dans les histoires de cette région. Nous avons ainsi décidé de nous décaler par rapport au discours dominant sur ce type de territoire, dit en voie de désertification, des prises rurales et agricoles, dégradation des terres et des écosystèmes, pour ouvrir vers d'autres questions plus prospectives. Dans quel paysage voulons-nous être? Quelles histoires voulons-nous raconter? Et si ces récits n'existent pas, comment les faire exister? Comment les capter, les tracer et les rendre accessibles pour un futur public? Il nous a aussi semblé important de ne plus distinguer les échelles du local et du global dans la lecture de ce territoire. En effet, un territoire est traversé localement par des enjeux globaux, que ce soit en termes écologiques, ceux du système Terre, mais aussi en raison des dynamiques économiques. Ces enjeux et implications ne peuvent être assignés à une localisation précise ou une échelle, et cette distinction oblitère la compréhension des impacts socio-écologiques que ces dynamiques globales ont sur un territoire. Nous avons donc pris le parti de nous immerger dans le lieu et de tirer les fils des trajectoires qui forment sa complexité. Avec cette base de réflexion et nos premières questions, nous sommes allés rencontrer des personnes locales travaillant au quotidien avec des entités de nature. Nous avons suivi un réseau de praticiens dans et en dehors du domaine de Belleval. Forestiers, éleveurs de vaches à lait, agriculteurs, chasseurs, gestionnaires du parc, éco-éthologues, éducateurs à l'environnement et géologues. Nous les avons questionnés sur la transformation des paysages de la région, la notion de paysage étant pensée comme l'ensemble des relations socio-écologiques sur un territoire, paysages humains et non humains, et de leurs pratiques respectives, de quoi elles dépendaient et ce à quoi elles étaient attachées, qu'il s'agisse d'arbres, de financement, de sols, de règles administratives. Et nous leur avons demandé de dessiner ce réseau de dépendance. Nous avons aussi tenté d'autres formes de recherche, l'exploration des paysages à pied, l'écoute des non-humains. Nous avons prêté attention aux détails, aux traces, aux marquages, qui ont donné lieu à des captures photographiques, des relevés, des dessins, des enregistrements sonores. En se rendant attentifs aux sons, aux tonalités produites par les animés, nous pénétrons leur manière d'être au monde, la façon dont ils habitent et cohabitent sur ce territoire. Cette première approche était intentionnellement ouverte afin de laisser émerger les problématiques et les méthodologies que nous allions mettre en place par la suite, afin que celles-ci émergent à travers les rencontres et les informations que nous allions collecter. Les acteurs rencontrés se sont mis à nous transmettre des objets et des matériaux. Ceux-ci étaient liés à leurs pratiques et témoignaient de leur relation au territoire. Chacun de ces objets sujets transmis a une histoire, a ou a eu le pouvoir de modifier les paysages de la région. Par exemple, ce bout de roche est de la gaze vitrifiée, une roche qui n'existe qu'à 2 endroits du monde, dont les Ardennes. Elle est constituée des restes d'éponges de mer qui peuplaient les paysages de la région au Cénomanien.
C'est une roche dure et acide sur laquelle on ne peut pas cultiver. Elle indique donc qu'aujourd'hui les régions ont été laissées les forêts. Ce bout de roche nous raconte qu'autrefois, la forêt des Ardennes était nommée Silva Carbonaria, la forêt charbonnière. Son nom évoque son caractère dense et impénétrable, une forêt qui a servi de frontière spatiale et linguistique avec la Belgique. Il se réfère également à son utilisation comme combustible en tant que charbon de bois. Ce bout de gaz est vitrifié car il faisait partie des parois d'un four verrier, une industrie importante de la région jusqu'au XVIIIe, et dont les ateliers étaient installés directement dans les forêts pour y récolter les matériaux nécessaires à la production. Ceci est un bout de bois dont l'écorce a été mangée par des chevreuils. Souvent on ne voit pas les animés, mais les traces qu'ils laissent dans le paysage. Le chevreuil est l'ennemi du forestier car en mangeant ses écorces, il rend l'arbre plus faible. Cependant, cette écorce retirée permet à une multitude de vies de s'y insérer et de se développer, comme des larves d'insectes ou des champignons. Je souhaite vous présenter un extrait du film que j'ai réalisé autour de cet assemblage d'objets qui nous a été transmis et qui forme cette collection. Ce film s'attelle à représenter la puissance d'agir de ces matériaux. Ce film tente de questionner notre manière d'ordonner les vivants et de collectionner. En effet, comment modifier notre ontologie naturaliste? Cette expérience est aussi devenue pour moi un moyen d'interroger l'acte de la collecte, que ce soit d'entretien ou d'objet. Comment ne pas adopter une approche verticale lorsque l'on enquête? Une méthodologie a commencé à se dégager, une alliance, coalition entre les protocoles que nous utilisions pour enquêter et explorer ce territoire et ceux utilisés par les acteurs que nous avions rencontrés. Quels capteurs, outils et techniques utilisent-ils pour appréhender la nature? En regardant à travers les mêmes outils, les mêmes lentilles qu'eux, pouvons-nous créer une symétrie entre leur travail et le nôtre? Par exemple, les gestionnaires du domaine de Belleval utilisent des caméras pièges pour observer la population de cerfs dans le parc. Une caméra piège est une caméra qui s'active à distance grâce à un détecteur de mouvement. Les caméras pièges peuvent ainsi être laissées sur place plusieurs semaines ou même des mois afin de capturer en image tout ce qui traverse leur champ de vision. Les éco-éthologues que nous avons rencontrés les utilisent aussi dans leurs recherches afin d'évaluer l'impact des structures et constructions humaines, routes, canaux, champs agricoles, sur les habitats des animaux. Ensemble, avec le gestionnaire du parc, un chasseur et un scientifique, nous avons placé 6 caméras à l'intérieur et en dehors du parc de Belleval. Leur habilité à repérer les traces et signes laissés par les habitants non humains, leur connaissance sur la façon dont ils utilisent ce territoire a été fascinant à observer. Avec le matériel récolté, j'ai décidé de créer un film, non pas en utilisant les images trophées que ce type d'outil permet, mais plutôt en focalisant l'attention sur cette invisibilité propre à l'animal sauvage.
Cette présence quasi invisible, inhérente à leur manière d'être, est un signe de ce qui se cache sous le paysage. Il s'agit de s'éloigner d'une représentation de l'animal construite à l'image de ce qu'on attend d'eux, pour aller vers une représentation qui témoigne de leur présence fantomatique, de leur dissimulation, afin de leur rendre le contrôle de leur propre trajectoire. Voici un extrait de ce film. Une autre méthode utilisée par les scientifiques était le suivi GPS d'espèces forestières afin de suivre leur déplacement dans ce paysage fragmenté. En effet, dans cette région, les forêts sont aujourd'hui pour la plupart des reliquats insulaires entourés de grandes plaines céréalières. Or, certaines espèces ne peuvent se déplacer sans un couvert forestier. Pour ces scientifiques, les grands éléments du paysage de la région sont envisagés en termes de barrières et de passages, ce qui fait obstacle, comme une plaine céréalière ou une autoroute, ou au contraire ce qui permet le déplacement de l'animal, comme les haies et les plantations. Il est également étonnant de voir comme certaines espèces sont intrinsèquement adaptables et peuvent traverser ce territoire sans être contraints dans leur mouvement. En suivant ces trajectoires non humaines, nous voyons comment les territoires humains se superposent à ceux des non-humains. Nos trajectoires sont entremêlées et le paysage devient le lieu où nous cohabitons. Si donc le paysage et le lieu où nous cohabitons, comment montrer cette réalité? Comment retracer ces territoires imbriqués, humains et non humains, sur une carte? Car pouvoir cartographier cette cohabitation, ce serait en quelque sorte la confirmer. Voici la carte IGN du Grand Belleval, un objet à la fois esthétique et pratique, où l'on peut lire avec précision le relevé topographique, les infrastructures, les forêts et les villages. Nous pouvons dire que nous savons lire cette carte sans trop de difficulté, car nous avons acquis des codes de lecture sur la base d'éléments fixes et presque intemporels du paysage. Cependant, et c'est la question que nous aimerions poser, cette carte nous apporte-t-elle réellement des renseignements sur ceux CEUX, qui la peuplent, ou n'est-elle pas en fin de compte trop humaine et presque muette vis-à-vis de la présence des autres vivants? En tant qu'architecte, je m'intéresse à la manière dont les humains habitent et façonnent le paysage, et j'ai essayé ici d'étendre cette attention aux autres vivants. Comment façonnent-ils leurs espaces? Comment établissent-ils leur territoire? Quelles sont les différences entre les uns et les autres? Et les premières questions qui viennent quand on commence le terrain, comment détecter ces présences, puis les enregistrer? Donc dès les premiers moments de terrain, on s'est rendu compte que premièrement, les relations d'appartenance au territoire étaient loin d'être stables, elles étaient plutôt mouvantes, et que deuxièmement, on ne pouvait y avoir accès que par une immersion et une connaissance fine et précise des habitudes de vie. Donc à mon sens, ça ne pouvait pas être retranscrit sur une carte classique élaborée depuis un point de vue aérien, et pas non plus avec les mêmes codes graphiques ou de lecture. La question est dès lors devenue comment composer une carte au-delà de l'humain, comme dirait Edward Ocon, qui lui-même propose une anthropologie au-delà de l'humain dans son dernier ouvrage « Comment pensent les forêts ». Et c'est à travers les signes, donc des signes interspécifiques qu'il observe, qu'il va élaborer cette anthropologie au-delà de l'humain.
Donc, en nous inspirant de sa démarche, on a commencé, nous aussi, à essayer de repérer tout ce qui pouvait manifester la présence des animés sur le terrain. Donc des signes, des trajectoires, des empreintes, des présences et des sons. Donc ensemble, toutes les manières d'agir des animés que l'on a ainsi notées, codifiées et redessinées, comme on le voit dans ces premiers croquis. Mais ce sont aussi les acteurs qui nous ont donné les premières clés de lecture. Donc l'idée, c'était de synthétiser leur relation au territoire avec un code simple, graphique, comme on note en quelque sorte une notation musicale, dont on voit ici quelques exemples, et ceci afin de mémoriser les traces. Ainsi, la notation va styliser ces manifestations non verbales. Donc voici la carte réalisée lors de l'enquête et intitulée Cartogénèse, qui est la carte des signatures de possession de territoire pour chaque vivant, chaque animé de Belleval, en fonction des informations récoltées pendant le terrain et qui concernent le mode de vie de cet habitant, de cet animé. Ces informations sont récoltées directement auprès de chaque animé ou indirectement auprès des personnes qui vivent à son contact et qui pour la plupart prennent soin de lui, comme on l'a vu précédemment dans les images de Sonia. Et ces données forment pour nous une sorte de corpus de relevés qu'on pourrait appeler étho-ethnographique, donc empruntant à la fois aux méthodes éthologiques, c'est-à-dire l'étude des pratiques des animaux, et ethnologiques, l'étude des pratiques des humains. Et ces données sont de différentes natures, tracés GPS des déplacements des animaux, schéma des acteurs et des entretiens, comme on l'a vu tout à l'heure, relevés in situ, photos, vidéos et sons. Je vais tout de même essayer de montrer comment ces données ont permis d'élaborer les signes de la carte, donc à travers quelques exemples. Donc à commencer par l'écoéthologue, dont la projection spatiale, son schéma, a été combiné avec celui du déplacement de la martre, qui est un petit animal de la taille de chat et dont on a vu une photo tout à l'heure. Martre que l'écoéthologue étudie par ailleurs, et comme on peut le voir sur la photo, son déplacement est capté au GPS. Et donc leurs schémas ont été combinés car on a repéré des similitudes dans leur recherche de subsistance, ou plutôt dans la façon dont ils se relient à leur territoire de subsistance, qui est à la fois, et pour tous les deux, comme on le voit dans le schéma du scientifique, assez labyrinthique et avec des lignes droites qui bifurquent et qui suivent des connexions complexes. Donc le chercheur pour ses financements, le long des chaînes de décision, et la martre, le long des haies qui délimitent les parcelles, puisqu'elles se déplacent à couvert, mais dont le trajet est de plus en plus entravé du fait de la disparition des haies, comme d'ailleurs de la disparition des financements du chercheur. Donc, les signes des animés qui vont suivre appartiennent tous à la même famille par signature de mouvement ou qualité de déplacement. Donc ici, le renard, qui est invisible sans le recours à la technique, grâce au tracé GPS également, et qui nous permet de voir des trajectoires qui sont réitérées dans les mêmes lieux et qui témoignent aussi d'une grande liberté de mouvement. Ce qui permet de dire que les clôtures n'empêchent pas du tout les renards de passer. Et d'ailleurs, c'était un problème à Belleval, et les clôtures sont aussi un sujet polémique dans toutes les réserves naturelles. Le chien au pistage, que nous avons nous-mêmes suivi lors d'une sortie de l'école de chasse et qui suit ici les lignes olfactives des animaux traqués. Les grands corbeaux, qu'on a entendus précédemment, qui semblaient danser autour d'un arbre, mais qui en fait tournent autour de leur nid au crépuscule afin de déterminer lequel d'entre eux sera de garde pour la nuit. Le sanglier, aux lignes enroulées et un peu chaotiques du fait de ses cycles de vie, en fait ces cycles de reproduction, qui sont irréguliers comme nous l'a appris le gestionnaire du parc, mais aussi parce qu'il laisse des signes de son passage à travers toute la forêt, en fouillant la terre la nuit pour se nourrir des racines et de vers de terre, dont on voit ici les boutis qu'il laisse sur le sol. Le sanglier nous permet de glisser vers une autre famille de signes par empreinte. Les empreintes de vers de bois sur une branche qui pourraient être lues comme une vraie partition de musique. Le blaireau, dont on a relevé le terrier et qui constitue un réseau souterrain assez étendu avec de multiples trous qui lui permettent de s'échapper en cas de danger.
Enfin, une dernière famille de signes sont extrapolés à partir de sons. Donc j'espère qu'on va avoir du son. Donc ce qu'on vient d'entendre, c'est une chouette enregistrée dans le parc de Belleval et qui délimite son aire de chasse pour la nuit en signalant sa présence aux autres chouettes par ce ululement. Elle vectorise ainsi un territoire à l'eau. Voici quelques-uns des autres signes de la carte qui en comptent en tout à peu près une vingtaine. Par exemple le pivert, dont on saisit la présence grâce au bruit de bec sur les troncs d'arbres, ou encore les chauves-souris, qui se déplacent grâce à l'écolocalisation. Donc quelquefois on ne peut pas entendre les signes, mais on peut les extrapoler en observant le mouvement dans l'espace, ici la façon singulière de voler. Enfin, je parlerai d'un dernier signe combiné. Il s'agit de celui de l'assistant du gestionnaire du parc, qui est chasseur et féru d'ornithologie, et il observe et compte les oiseaux migrateurs dans le parc. Alors, 25 foulques. Et 102, ça serait bien. Donc ce qu'on vient d'entendre est un enregistrement sonore réalisé avec lui lors d'un comptage. Donc il arrive à compter 104 sarcelles de tête en plus avec 25 autres oiseaux. Enfin, c'est assez impressionnant. Et ce qu'on a appris aussi, et ce qui est assez amusant, c'est qu'il voyage un peu comme les oiseaux qu'il observe. Ils migrent chaque année à la rencontre d'autres collectifs dans le monde pour apprendre leur technique naturaliste. Donc c'est pour ça qu'on a cette petite flèche qui part. Donc voici enfin la vidéo qu'on a réalisée à partir de la carte et qui retrace les signes un par un et par ordre d'apparition dans l'enquête. La cartogénèse est une sorte de carte événement, c'est-à-dire une carte qui capture à un moment précis, dans un espace-temps local de l'expérience de terrain, des indices que l'on a relevés et qui nous permettent de créer ce système de notation. Ce n'est pas une carte des positions définitives de chacun à un point fixe, déterminé par une latitude et une longitude, comme dans les cartes traditionnelles, mais plutôt le suivi de plusieurs points de vie, comme dirait Emanuele Coccia à propos des plantes dans son dernier ouvrage La vie des plantes. Ce sont donc des points et des lignes mouvantes qui représentent les trajectoires habituelles des animés. Cette cartographie du territoire de Belleval décrit donc des scènes de vie, des manières de posséder et de dépendre d'un territoire qui sont spécifiques à chaque espèce ou individu ou qui sont combinées entre plusieurs individus ou espèces, décrivant ainsi l'entremêlement des histoires humaines et non humaines dans l'appropriation d'un territoire. On pourrait dire que ce sont des cartographies d'habité,
mais il me semble que c'est un peu plus que ça. Ce sont bien des possessions de territoire, parce que si ces lignes sont entravées ou brisées, cela peut conduire l'individu à disparaître. Ces dépendances territoriales se manifestent par des sons, des empreintes, des trous et des traces, et ce sont ces indices qui, parce qu'ils sont récurrents dans le temps et dans l'espace, ont été relevés et consignés. Nous avons continué cet exercice expérimentation de notation des animés lors d'un workshop à Belleval avec l'équipe de l'exposition Animer le paysage qui a eu lieu cet été, et nous avons quelques résultats intéressants que je montre rapidement ici. Et par exemple, à gauche, la notation d'abeilles et de pivers entremêlés comme dans une danse. Et en fait, il s'agit du croquis de Claude Blanquenez, donc directeur du musée. L'eau est aussi présente comme acteur principal. C'est ce bassin versant, extrait de la carte ici, dont on a vu le tracé tout à l'heure, qui traverse toute la carte, est ici le bassin des animés qui composent la cartogénèse et le territoire. Et donc la limite géographique de la cartogénèse coïncide avec la source hydraulique qui distribue la répartition des vivants. L'un des affluents de ce bassin a une histoire que Sonia va vous raconter. Le ruisseau de la Forge est un petit cours d'eau qui avoisine le parc de Belleval. Ce ruisseau est fortement pollué du fait des activités agricoles, principalement à cause de l'usage de pesticides, de fertilisants et également de résultantes d'activités de l'élevage laitier. C'est l'agriculteur dont le champ est adjacent à ce ruisseau qui a attiré notre attention sur celui-ci. Il était en partie responsable de la contamination de l'eau depuis que le ruisseau avait été diagnostiqué en zone vulnérable, il lui avait été demandé de changer ses pratiques. Les cours d'eau stockent, transportent et transfèrent les polluants vers d'autres sols. L'eau n'est pas seulement essentielle à la vie, mais c'est aussi ce qui est partagé et distribué entre tous les êtres vivants. Voici la signature sonore captée à l'aide d'un hydrophone, un micro destiné à être utilisé sous l'eau, de ce ruisseau pollué. Comment donner une voix à ce qui ne parle pas? Comment rendre palpable la présence des choses du monde? Ces idées autour de la notion de soin, de précarité et de vulnérabilité, d'être attentif, être capable de lire les signes et les traces, de cartographier et de cohabiter avec d'autres formes de vie, m'ont poussé à produire la prochaine pièce dont je vais vous montrer un extrait. Son titre est Entité et questionne ce sol sur lequel nous marchons. Il s'agit d'une captation par photogrammétrie d'une portion de sol dans le parc de Belleval. Le son qui accompagne cet extrait est issu d'une composition réalisée avec l'aide du compositeur Eric Breitman. Cet assemblage polyphonique inclut le ruisseau pollué, mais également d'autres animés du territoire que nous avons rencontrés.
Ce film est une tentative pour trouver le moyen de représenter cette fine pellicule terrestre que nous partageons avec d'autres formes de vie. Sa complexité, sensibilité et vulnérabilité. Sa visualisation est intentionnellement prise dans la machine. Nous sommes confrontés à son extrême hétérogénéité. Boue, argile, terre, herbe, traces, ces choses anodines et banales qui le constituent, ici se mélangent avec le bruit de la machine. Chaque point devient donnée, information ou information manquante. La nature, ce sol que nous observons, n'est jamais cette chose fixe, cette connaissance objective que nous pouvons en avoir, mais toujours pris dans un réseau, celui du chercheur qui l'observe, qu'il soit artiste ou scientifique, et tente d'en comprendre son fonctionnement. Comme le dit Stengers, la question n'est plus ce que nous savons, mais comment pouvons-nous savoir ? Le savoir est inquiet, et un nouveau sol semble apparaître et se constituer devant nous. Il n'est pas statique, mais atmosphérique. Comment représenter et savoir ce qu'est la nature aujourd'hui, à l'heure où les activités humaines non seulement dominent l'usage des terres, mais ont aussi modifié le système global terrestre ? La nature ne se présente plus comme un domaine séparé de celui des hommes, mais comme un entrelac, un réseau complexe où l'humain, les produits de sa technologie et ses institutions sont étroitement enchâssés avec les mécanismes et fonctionnements d'autres formes de vie. L'Anthropocène, cette nouvelle ère géologique dans laquelle nous nous trouvons, nous dit que la pérennité de ces formes de vie non humaines dépend plus que jamais de nos actions et pratiques, mais qu'inversement, notre survie ne peut se faire sans la leur. En effet, l'appauvrissement de la biodiversité a non seulement un impact sur la santé des écosystèmes, mais aussi sur notre propre santé, comme l'ont maintes fois exprimé les personnes rencontrées lors de cette enquête. Dans cette enquête, nous avons décidé de mettre les non-humains sur le devant de la scène, de les rendre acteurs et protagonistes au même titre que les personnes que nous avons rencontrées, des histoires que nous voulions raconter. En croisant nos manières d'enquêter, capter et tracer les mondes vivants avec ceux utilisés par les enquêtés, nous avons collecté et créé un assemblage, un collectif d'entités et d'êtres qui revendiquent leur appartenance à ce territoire. Ce changement de paradigme que nous rencontrons aujourd'hui, où la nature et la culture se sont entrées en collision, nous demande de repenser ces anciennes dichotomies d'un monde où seul l'humain est acteur et la nature perçue comme un simple décor. En effet, cette conception semble s'être aujourd'hui renversée. Cette situation sollicite de nouvelles formes de collaboration entre deux domaines de recherche précédemment séparés. Une approche interdisciplinaire ainsi que des nouvelles méthodologies pour l'étude, la compréhension et la représentation de ces nouveaux territoires hybrides affectés par des présences anthropogènes semblent être plus que jamais nécessaires. En saluant la recherche, le travail artistique permet de croiser ces questionnements et de créer de nouvelles représentations liées à ces problématiques. L'art permet une appréhension autre des issues, questions, par le sensible. Et je souhaiterais aller plus loin pour dire que par ces approches et méthodologies pragmatiques, l'art pourrait même générer de nouvelles formes de savoir et nous aider à découvrir l'intensité de ces nouveaux mondes qui émergent. En conclusion, on pourrait dire que cette enquête nous a également démontré qu'il n'y avait pas d'un côté le milieu et de l'autre des vivants qui déambuleraient dedans, mais au contraire que les vivants façonnent entièrement le paysage avec leurs liens de dépendance et par la manière dont ils instaurent ces dépendances. Donc c'est tout un réseau de relations qui tient, qui constitue un paysage et dont nous n'avons pas forcément la retranscription dans les cartes. Nous avons donc essayé de complexifier, de multiplier les histoires avec d'autres points de vue, afin de conserver ce qui nous paraissait être la mémoire de ces agencements multispécifiques. On vous remercie. Merci beaucoup Sonia et Alexandra. J'étais contente de revoir des œuvres que vous avez présentées dans l'exposition et de les voir mises en contexte en fait, avec finalement tout le travail, enfin, l'arrière-fond en fait de ces restitutions formalisées, qui en fait est tout aussi important que les formes finales, je dirais, en tout cas stabilisées. Alors on va prendre un petit moment de discussion. Je vais vous poser peut-être 2 questions et puis après j'imagine qu'il y a plein de questions dans la salle, donc on fera passer le micro ensuite. Peut-être, puisque la question de l'enquête en fait était vraiment au cœur de votre présentation,
et que vous avez cité Anna Tsing. Je voulais revenir sur une des propositions qu'elle fait dans son dernier livre, qui est de considérer que l'art de l'observation, ce qu'elle appelle l'art de l'observation, donc une façon d'être situé sur un territoire, de décrire en fait de façon entremêler les activités humaines et non humaines qui l'habitent. Donc cet art de l'observation, elle le propose comme étant une méthode scientifique. Et que ça peut paraître être un petit peu paradoxal, puisque les récits produits ne ressemblent pas en fait à ce qui est considéré par nous modernes, justement comme étant des connaissances objectives sur lesquelles on peut s'appuyer pour prendre des décisions ou des représentations du monde auxquelles on est habitué. Et en fait, votre travail d'enquête vient justement déstabiliser tout ça et produire, un petit peu comme Anna Tsing le préconise, je dirais, des formes de connaissances qui sont un peu expérimentales et qui rompent en fait avec cette dichotomie entre savoir objectif et sensibilité. Peut-être, ouais. Sonia, si tu veux. Je ne sais pas si je suis assez proche. C'est vrai qu'on a eu la chance d'accompagner Bruno Latour à un terrain au Danemark, à Aarhus, où Anna Tsing a son centre de recherche, Aura. Et effectivement, de voir comment les chercheurs de ce groupe et Anna Tsing elle-même travaillent, de voir les points communs dans les méthodologies, les manières de faire et aussi les manières de porter attention, à quoi on porte attention, ça nous a vraiment beaucoup assuré sur la manière dont nous avons envisagé notre terrain. Après, c'est vrai qu'Anna Tsing a aussi eu beaucoup d'importance dans les notions qu'elle développe sa conception du paysage aussi comme une fabrication multispécifique, avec cette idée aussi de survie collaborative entre espèces, et bien sûr l'idée des paysages en ruine en fait, et de porter l'attention qui devrait être portée sur ces paysages post-industriels et ceux qui émergent de ces ruines. C'est vraiment quelque chose qui a été important pour nous. Après, je pense qu'aussi chaque terrain, chaque enquête en fait, d'une certaine manière fait émerger les actants et les manières d'enquêter en fait, et comment et quoi observer, je dirais. Voilà. Mais il y a peut-être, pour prolonger la question, un enjeu qui émerge très bien en fait de votre travail, parce que vous avez découvert un territoire en vous adossant, si je puis dire, à des acteurs qui ont des savoirs en fait naturalistes, et que pour enquêter sur un territoire vivant et peuplé par d'autres vivants, en fait on a besoin de mobiliser des savoirs qui viennent des sciences du vivant justement. Et que ça, du coup, ça crée une sorte de raccord possible entre un regard scientifique sur le monde et pour autant une approche sensible du monde. C'est vrai que après, moi en tant qu'artiste et mon expérience de travailler aussi avec des scientifiques, cette question de l'objectivité et de la sensibilité, de nécessairement devoir les séparer, c'est quelque chose dont je peux me débarrasser assez rapidement. Et au contraire, en fait, mon expérience de travail avec des scientifiques, je travaille notamment en Islande avec des chercheurs sur les baleines depuis plusieurs années, je me rends compte que c'est des gens très, très sensibles, très engagés dans leur pratique, de par les sujets de recherche, de par cette attention au non-humain en fait. Donc, après oui, ils se doivent de jouer le jeu d'une objectivité aussi quand ils écrivent leurs articles, mais voilà, après je pense qu'il y avait aussi cette idée dans notre enquête, avec cette histoire de protocole croisé comme on les a
nommé, c'est-à-dire de créer une alliance, une coalition avec les enquêtés, qui était de dire en fait on est comme vous et nous aussi on veut résister contre ces effets dévastateurs en fait que la modernité a eu sur les paysages et voilà donc Alexandra, je voulais revenir sur un point que tu n'as pas évoqué à propos de la cartogénèse, mais qui était présent dans l'exposition, puisque dans le feuillet en fait, qui accompagnait la carte, tu mentionnais en fait, peut-être comme source d'inspiration, en tout cas comme parallèle possible à faire, les cartes aborigènes du temps du rêve. Donc c'est ces manières qu'ont des animaux gigantesques en fait, d'avoir dessiné le paysage par leur passage et par leurs traces. Et en fait, ça me fait penser à ce que disait Baptiste Morisot, qui était présent dans l'exposition et qui a fait une conférence ici au musée il y a un mois, sur une idée que lui-même juge un peu peut-être expérimentale, mais qu'on serait tous revenus, y compris nous, modernes, une sorte de temps du rêve ou temps du mythe, parce que le temps du mythe, c'est le moment où en fait les êtres avec qui on est en relation et avec qui on peuple le monde sont incertains et qu'on ne sait pas les identifier et on ne sait pas qui ils sont. Et qu'en fait, ce moment de crise écologique dans lequel on est plongé nous ramène, nous aussi, modernes, malgré justement tout le savoir stabilisé que la modernité a produit, à un moment d'incertitude en fait sur qui sont les êtres, qui sont les paysages, parce que tout le monde en fait est en pleine transformation. Et du coup, voilà, je voulais peut-être que tu reviennes sur ce point et ce lien que tu faisais en fait dans la carte. Oui, alors c'est vrai que j'ai utilisé plutôt comme référence le temps du rêve, surtout les tracés qui ont permis de faire certaines cartes. Donc ouais, c'était plus quelque chose que j'ai découvert après avoir commencé à faire les cartes. Et donc je l'ai mobilisé un petit peu pour essayer de faire des liens comme ça, pour dire que effectivement, il y a d'autres collectifs, dans d'autres cosmologies. Il peut y avoir aussi des expérimentations comme ça qui ont été faites. Donc pour revenir un petit peu sur qu'est-ce que c'est le temps du rêve, donc c'est employé surtout en anthropologie, notamment par Philippe Descola, et on peut voir à ce sujet des conférences au Collège de France sur les paysages aborigènes australiens. Et donc dans ce temps du rêve, il y aurait des grands êtres, des géants, qui auraient laissé des traces, laissé des marques dans le paysage, et ces empreintes auraient contribué à façonner des cratères, des montagnes ou des rivières. Ce serait une sorte de morphogenèse géographique. Mais ce qui est intéressant dans le temps du rêve, en fait, c'est que, ou temps du mythe, c'est que tout est en train de se faire. C'est en train de se former, en train de se déformer, quelque part aussi, ou de se transformer. Et donc, c'est ça qui peut être lié peut-être à notre époque contemporaine, anthropocène, où finalement aussi l'air, l'atmosphère, l'eau et les sols sont aussi en train de bouger, de se transformer. Et ça, on peut le voir autant d'un point de vue chimique que physique, et ça bouleverse un petit peu la géographie. Donc c'est en ce sens qu'on peut faire en parallèle, mais voilà, c'est peut-être plus une métaphore dans la carte. Et il y a aussi le fait que dans le temps du rêve, il y a une liste d'êtres qui pourrait être aussi mobilisée, peut-être pour dire qu'on pourrait aussi nous refaire une liste d'êtres, d'entités avec qui on pourrait vivre. Donc redécrire les territoires à nouveau frais, savoir avec qui on vit, de qui on dépend, quels vivants nous permettent de vivre et lesquels on aimerait ne pas voir disparaître. Et en fait, cette liste, elle nous est donnée par les scientifiques, et c'est en ça que c'est intéressant de se relier. C'est des scientifiques, mais ça peut aussi être des savoirs traditionnels, comme on l'a vu dans l'enquête. C'est vraiment les deux, en fait. C'est la jonction entre les deux. Et voilà, d'où la nécessité aussi de se relier à ces personnes ressources, parce que finalement, on n'a rien inventé, même si on a retraduit, mais
on n'a pas inventé ce qui est dans l'enquête. J'ai peut-être une autre question pour toi, Alexandra, par rapport à ton point de départ qui est d'être architecte en fait, et de travailler avec des cartes dont tu as souligné justement les points aveugles. Et est-ce que tu penses que cette carte, celle de la carte Genèse, elle pourrait être en fait utilisée d'un point de vue pratique par des architectes, des aménageurs du territoire, J'ai envie de dire question piège. Oui, c'est ça, oui. Je sais pas. Parce qu'il existe des cartes avec un certain nombre des cartes de corridors écologiques où on représente en fait les flèches de traversée des animaux. Après, là, l'idée c'était vraiment d'être un peu plus libre pour expérimenter d'autres formes graphiques et aussi de repérage des animaux, mais surtout de leur façon d'occuper le territoire. Donc c'est plus une carte pré-projet ou pré-programmation en fait, qui servirait à récolter les informations et essayer de les donner à lire dans un format un peu plus peut-être sensible, comme on a dit tout à l'heure. Voilà, donc oui, ça serait peut-être pré-projet, donc ce qui est avant la fabrication du projet. Voilà. Merci. Je vais passer dans la salle avec le micro et Bertrand en a un de l'autre côté. S'il y a des questions. Bonsoir. Merci beaucoup. D'abord, c'est un exposé vraiment très intéressant. Je trouve ça vraiment intéressant de voir une carte aussi mouvante en fait. Et par rapport à la question qui vient d'être posée justement, est-ce qu'on ne peut pas conclure que finalement il n'y a pas vraiment de place pour l'humain dans cette cartographie. Enfin, l'humain est intégré en tant que naturaliste observateur, comme par exemple celui qui comptait les oiseaux migrateurs. Mais quand on parle ici de fournir des repères à des architectes par exemple pour exploiter un territoire, est-ce que finalement c'est pas forcément une intrusion de la part de l'homme d'arriver dans cette cartographie de manière active et pas seulement en position d'observateur? Parce que finalement cette carte qui est sans repère, qui est sans fixe, c'est vraiment une carte qui finalement pousse à conclure que, à part être en observateur dans le moment et observer le terrain et le respecter en n'agissant pas dessus, finalement l'homme peut pas vraiment trouver de place de construction par exemple ou de choses comme ça. Donc là c'est d'un point de vue d'architecte en fait finalement. C'est ça, en fait c'est par rapport à la dernière question. Ouais. Parce qu'en fait dans la carte, il n'y a pas que des animaux, donc là c'est vrai que j'ai décrit plutôt ce côté-là. Mais il y a aussi plein d'humains qui font des choses, qui observent, pas que parce que l'éco-éthologue, pour le coup, fait une recherche scientifique sur leur déplacement. Mais par rapport à un point de vue d'architecte, moi je dirais du coup peut-être décaler le point de vue d'exploiter un territoire par exemple. C'est peut-être essayer de ralentir et d'essayer de créer, comme on a dit au début, une cosmopolitique de la nature. Qu'est-ce que serait en fait d'intégrer dans notre pratique les non-humains. Et ça, je trouve que c'est peut-être pas encore une question qui est mise sur la table en fait, tout simplement. Mais et après effectivement, j'ai pas la solution, mais c'est des questions qui m'intéressent. Oui, non, mais ça s'entend dans la manière dont vous le traitez. C'était pas du tout une constatation d'échec ou quoi que ce soit, mais c'est vrai que on est tellement au début quand vous parlez de possession, par exemple, d'un territoire, c'est vrai qu'on n'a pas encore trouvé la façon dont les humains peuvent occuper un territoire sans détruire justement les modes de possession externes à lui. Quoi. Donc, là, justement, à Belleval, on a on a retrouvé des formes qui permettaient de cohabiter. Et on trouvait que ça, c'était intéressant. Mais effectivement, après, comment ça se passe en ville, ça c'est aussi une autre question, parce que là, on est quand même sur un milieu où finalement, il y a peut-être plus de non-humains que d'humains.
voilà. D'accord, bah, merci beaucoup, en tout cas, c'était très intéressant. Bonjour. Bonsoir. Merci beaucoup. J'ai trouvé ça très beau la façon dont vous traitez les symboles en rapport avec le vivant. Donc vous leur donnez une forme de systématique. Et j'ai trouvé un peu en opposition à la question d'avant qu'il y avait un petit peu trop, comment dire, de catégories et que tout était calé à un moment T. Et pour moi, le vivant est un peu plus lié au fait qu'il y ait du mouvement et que ça ne peut pas être cartographié aussi systématiquement. Mais c'est juste un point de vue, après c'est interprétation. Non, mais justement, c'est un moment précis, en fait, moment T, d'un mouvement général, en fait. Et c'est ça qui est figé un peu dans le signe, mais en fait, par exemple, le signe dans le corbeau, ça pourrait être toute autre chose si on avait observé le corbeau qui allait chasser, par exemple. Un exemple. Après, je pense que la carte aussi, elle ne fonctionne pas toute seule. Et c'est pour ça qu'on parlait de captation, des modalités de captation du monde vivant. C'est pour ça qu'on a aussi, essayé d'autres modes de cartographie par la collecte, par la photogrammétrie, qui permet du coup, peut-être d'ouvrir le champ des signes et le champ des représentations. Et puis peut-être juste pour continuer sur cette question, je pense qu'il y a une différence entre stabiliser une représentation, c'est-à-dire qu'à un moment on a besoin de décrire et donc de fixer mais momentanément, et que ça puisse toujours être repris en fait, et remis en mouvement, et renégocié, rediscuté, et puis fixer comme en fait on fixe une donnée objective qui devient une vérité et qui n'est pas possible à justement à questionner et à refaire bouger. Et voilà, c'est juste pour faire cette distinction. Bonsoir. Alors moi, la première, c'est juste une remarque, ensuite j'aurai une question. C'est que l'année dernière, en fait, ça m'a fait penser à un travail qu'a mené une étudiante de ma promotion l'année dernière sur le paysage vu par les aveugles. Et je trouvais qu'il y avait quelque chose de... Ce que je retenais de son travail, c'était ce qui restait aux aveugles, c'était le corps. Et vous, j'ai pas trouvé ce qui reste... Enfin, il n'y avait pas le corps, il n'y avait pas la vue. Et je trouve ça assez drôle. Voilà, c'était juste la remarque. Et savoir éventuellement, je ne sais pas si vous avez pensé à un moment travailler avec des aveugles ou si vous êtes intéressé à... Du coup, qu'est-ce que la cartographie du paysage pour un aveugle? Je pense que ça pourrait ressembler à beaucoup de choses qu'on a vues sur des... l'école du paysage. Merci. Donc voilà, donc ça c'était une remarque. Vous pouvez y avoir une question peut-être. Et la deuxième chose, c'était la question, c'est sur la cartogénèse, est-ce qu'il y a une trace, parce que vous parlez du vivant, mais vous avez quasiment exclusivement parlé du règne animal, et il reste le règne végétal. Et je voulais savoir si, peut-être que vous n'en avez pas parlé, mais sur la cartogénèse, il y a une trace de ce règne végétal. S'il y en a une, est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Et s'il n'y en a pas, pourquoi il n'y en a pas? Merci. Je vais répondre à la première remarque sur les aveugles. C'est vrai qu'à un moment, on m'a aussi fait une remarque par rapport à des cartes qui auraient été tracées par des personnes atteintes de maladies mentales. Donc c'est assez drôle. Et on n'en peut plus la référence. Oui, c'était des enfants autistes. Donc oui, il y a peut-être des liens à faire avec d'autres formes de sensibilité en fait de représentation. C'est peut-être ça qui... et donc la deuxième question, pourquoi il n'y a pas le règne végétal? Non, il n'y en a pas. Pour l'instant, il y a une Carder qu'on n'a pas... elle est dans la cartogénèse, mais on ne l'a pas montrée. Ça fait partie en fait d'un... La Carder, c'est une plante qui pousse en milieu un peu... c'est une plante pionnière, par exemple.
Et des graines nous ont été données par le directeur de la Hulotte. Voilà, donc ça c'est une histoire qu'on n'a pas racontée. Donc elle est dans la cartogenèse sous forme de petits pics, parce qu'en fait la cardère sème ses graines juste au pied de la plante. Et du coup, elle commence juste à faire une espèce de salade et à évacuer un peu les autres plantes. Et comme ça, elle colonise un peu toute une grande surface. Donc voilà, on n'a pas parlé, mais je ne sais pas si ça répond. Enfin, voilà. Bah, il y a une dominante animale parce qu'en fait, c'est ce qu'on a récolté dans l'enquête. Tout simplement, c'est la somme des êtres étaient plutôt vivants animaux que vivants végétales, dans l'enquête. Parce que vous n'avez pas trouvé les acteurs à part le forestier, ou parce que de toute façon c'était un axe que vous aviez pris vous Non, c'est une coïncidence entre un réseau qu'on a plus ou moins suivi ou pas quoi. Après on a interrogé à peu près une vingtaine de personnes. Il avait qu'à aller. Ok, merci. Bonsoir. Moi, je voulais juste savoir, vous parliez de l'agriculteur qui avait pollué, enfin c'était avec ses pratiques, il avait pollué le ruisseau de la Forge, c'est ça? Et vous disiez vous lui aviez demandé de changer ses pratiques. Mais qu'est-ce qu'il a fait alors? Alors, ouais. C'est pas nous qui leur avons demandé de... Non, je sais que c'est pas vous, mais je voulais juste savoir si c'était encore pollué ou s'il y avait des changements envisagés. Ou... je crois que ça a changé et on lui avait demandé de faire des semis sous couvert et des bandes enherbées tout autour. Et les vaches aussi n'avaient plus le droit de boire directement dans le ruisseau. Et a priori, oui, je crois que le ruisseau va un peu mieux. D'accord, c'était juste une anecdote pour savoir, parce que c'est une vraie cohabitation pour le coup là. Ouais. Parce que ça demande vraiment de changer d'agriculture, ça veut dire... C'est pour ça que je disais ça, parce que ça soulevait vraiment une vraie question du territoire et des cohabitations. Voilà, merci. S'il y a encore une question. Il y a une obligation maintenant des bandes enherbées le long des... Il y a une obligation légale maintenant des bandes enherbées le long des cours d'eau pour les préserver et une interdiction formelle de l'abreuvement des troupeaux dans les cours d'eau justement. Et l'obligation aussi de traiter les effluents des grands animaux, en particulier bovins, un traitement depuis un certain nombre d'années et c'est obligatoire et c'est une politique à l'origine européenne. Voilà. Alors, est-ce que quelqu'un a encore une question? Ah, encore une. Ma seule question, c'était, vous dites vous utilisez les apports de l'ethnologie, et il me semble aussi qu'un des apports de l'ethnologie, c'est la réflexivité et la manière de comprendre qu'on a tout le temps un effet sur ce qu'on observe. Et que votre carte, et pas que la carte, mais la manière dont vous le présentez aussi, en fait, vous gommez un peu cet aspect, alors que votre carte, c'est la restitution, enfin il me semblerait ça, que c'est la restitution d'un moment T et d'une observation à un moment T par deux paires d'yeux qui sont les vôtres en fait. Et que c'est ce que l'une de vous disait sur les corbeaux, vous les avez vus à ce moment-là, mais vous auriez pu les voir à la saison de la reproduction ou une autre saison, et il serait passé autre chose aussi. Et voilà, c'était juste une remarque, mais je me demandais à quel point la réflexivité avait joué pour vous, et à quel point vous vous posiez la question en termes d'ancrage par rapport à vous et par rapport à ce que vous aviez observé, et à quel point en fait la nature elle s'offrait à vous que partiellement, enfin la nature ou ces êtres-là, ou même ces personnes, elles s'offraient à vous que partiellement, et il y avait une possibilité que cette carte-là soit complètement différente. Alors du coup, pourquoi vous avez cette impression que ce serait pas une carte d'un point de vue situé, mais plutôt, parce que normalement du coup les cartes sont plutôt aériennes, et du coup on a un point de vue qui est depuis le haut. Alors que là, on a justement essayé d'être à l'intérieur. Je sais pas. Non, elle ne revendique pas sa situation. Je me demandais en fait à quel point elle revendiquait sa situation, justement, qu'elle affirmait pas en fait le fait que c'était une sorte de... Enfin, le côté, disons,
Après, je pense que c'est par la légende aussi. D'accord, c'est ça. Après, j'ai pas vu le contexte aussi, forcément, dans l'exposition, etc. C'était juste. Ça m'a interpellé un peu. Voilà. Alors, je vous propose qu'on continue la discussion autour d'un verre. Donc, quand vous sortez, c'est juste à gauche, vous avez tout droit. Merci beaucoup. Et vous pouvez feuilleter, acheter la revue publiée. Voilà.